C'est une région qui fait la une de l'actualité quasiment tous les jours. Le Moyen-Orient est-il condamné à vivre dans la violence, sous le joug des dictateurs, des intégristes et des envahisseurs? Absolument pas, répond Jean-Pierre Filiu, qui brise tous les clichés qui collent à cette région dans un livre passionnant. Il nous aide à comprendre pourquoi au Moyen-Orient, les djihadistes notamment et les dictateurs pillent l'histoire avec un grand H pour consolider leur pouvoir. Bonsoir Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Cet ouvrage, il a pour titre Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, édition du Seuil. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Jean-Pierre Filiu, on commence avec cette date 395, fondation de l'Empire romain d'Orient. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date précise alors que l'histoire de la région est multimillénaire ? Oui, effectivement, c'est un choix qui correspond à ma démarche résolument laïque. Il faut savoir que la laïcité, elle est parfois un peu malmenée dans les débats récents. Donc j'ai voulu la prendre comme étendard et effectivement ne prendre ni le 0 du calendrier chrétien, ni le 0 du calendrier islamique. Prendre 395, une date politique, la fondation de l'Empire byzantin, qui est tout aussi chrétien que l'Empire romain d'Occident. Et donc le Moyen-Orient est né à ce moment-là d'une décision politique et non pas religieuse. Mais pourquoi avoir choisi cet angle et ce parti pris de la vision laïque ? Parce qu'en fait, on se rend compte que malgré la saturation, je ne suis pas aveugle et sourd, de symbolisme et de rhétorique religieuse au Moyen-Orient, eh bien, les dynamiques de fond sont politique. Et par exemple, voilà, cet empire byzantin, il va se partager le Moyen-Orient pendant 2 siècles avec un empire perse qui est zoroastrien, un autre monothéisme, sans que cette opposition de religion d'État résulte en un conflit ouvert. Alors, ce que l'on apprend aussi dans votre livre, c'est que, contrairement à une idée reçue, le Moyen-Orient n'a jamais été ni homogène ni culturellement, ni religieusement et ni ethniquement. Non, non, non. Et d'ailleurs, les grandes ruptures, dont je décale volontiers les dates dans la périodisation de mes 10 chapitres, sont rarement des ruptures ethniques, confessionnelles, religieuses. Par exemple, la conquête islamique. On pourrait penser qu'elle va islamiser le Moyen-Orient. Eh bien non. Pendant de longs siècles, la majorité de la population va rester chrétienne. Donc il n'y a pas d'automatisme entre la religion des dirigeants et la religion de la population. Alors, plus récemment, si on prend le monde contemporain, est-ce que vous nous dites que les guerres que l'on connaît, elles ont rarement opposé des blocs cohérents en termes d'appartenance religieuse ou ethnique ? Oui, effectivement. On a des coalitions où les uns et les autres se retrouvent d'un côté et de l'autre. Et il faut attendre, mais vraiment, vraiment avant-hier, du point de vue de l'historien de la longue durée, je parle quand même sur 1 millénaire et demi, donc la polarisation entre 2 théocraties, l'Arabie saoudite d'une part, sunnite, et la République islamique d'Iran d'autre part, chiite, pour qu'effectivement on ait cette tension entre sunnites et chiites qui atteint les niveaux de violence que l'on connaît aujourd'hui. Slimane, je me tourne vers vous alors qu'aujourd'hui cette région est déchirée par des obsessions identitaires. On a presque le sentiment que le passé, l'histoire de cette région, elle n'est pas acceptée par tout le monde et que chacun veut réinterpréter ce passé dans le sens de ses intérêts. Oui, par exemple, il n'y a qu'à voir l'usage idéologique de l'archéologie. En Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël, où chacun essaye de chercher dans le sous-sol des preuves de son antériorité par rapport aux autres. Donc il n'y a pas une perception globale de tout le patrimoine du Proche-Orient. Jean-Pierre le montre parfaitement. Il y a un patrimoine culturel proche-oriental qui est multiconfessionnel, plurireligieux, plurilinguistique. Imaginez par exemple que l'Empire perse achéménide utilisé comme langue internationale l'araméen, qui est une langue sémitique. Et la date qu'a choisie Jean-Pierre, elle est importante parce que 395 fabrique ce que nous appelons l'Orient et l'Occident, et ça concerne le monde d'univers romain. Il y a l'Empire romain d'Orient, c'est le sud de l'Afrique, c'est l'Égypte et le nord. Et l'Empire romain d'Occident, c'est le Maghreb plus l'Europe du Nord. Et d'ailleurs, le Maghreb, l'Afrique du Nord, était dirigé depuis la préfecture des Gaules. Ce qui montre, et la frontière d'ailleurs, Jean-Pierre, la frontière entre l'Orient et l'Occident passait par une verticale qui passe par l'Adriatique jusqu'à la Libye. Et c'est celle qu'on retrouvera pendant la guerre froide entre le monde communiste et le monde dit libre. C'est intéressant ce que vous dites, Slimane, parce que vous accordez, Jean-Pierre, vous avez fait un gros travail, Jean-Pierre Filiu, aux cartes, avec des cartographes. Pourquoi sont-elles importantes ? D'abord, là aussi, pour décentrer le regard, faire un pas de côté, essayer de mettre les clichés
qui circulent en abîme. Et on parle justement d'une frontière, et il y a une carte, par exemple, qui est consacrée à la frontière qui est tracée entre l'Empire ottoman sunnite et la Perse chiite en 1639. Eh bien, cette frontière, ce n'est pas une frontière religieuse. Il y a des sunnites et des chiites des deux côtés. Ce n'est pas une frontière ethnique. Il y a des Turcs, des Kurdes, des Turcs. Eh bien, c'est encore aujourd'hui la frontière entre l'Iran et l'Irak. Même la guerre n'a pas réussi à la faire bouger. Ouais. Il y a un chapitre intitulé « Vie et mort du Moyen-Orient américain ». Ça va de la période de 1990 à 2020. C'est la période que vous avez choisie. Et vous écrivez que les peuples arabes représentent, depuis cette date, 1990, l'angle mort du Moyen-Orient américain. Ça veut dire quoi? Alors, d'abord, j'ai prononcé donc l'éloge funèbre du Moyen-Orient américain avant la chute de Kaboul. On voit que tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que confirmer cette analyse. Effectivement, l'angle mort, les Américains ne les voient pas. En 1990, ils ne les voient pas, ils libèrent le Koweït, le peuple irakien se soulève contre Saddam Hussein, ils l'abandonnent de manière absolument scandaleuse face à la répression du dictateur. Après, on a Obama qui fait un très beau discours au Caire, mais quand il y a concrètement ce qu'on a appelé les printemps arabes ou les soulèvements démocratiques, eh bien Obama, il essaiera d'en faire le moins possible. Il ne réagira pas au bombardement chimique de Damas en 2013. Et évidemment, pour Trump, les peuples arabes n'existent pas, sauf que quand Trump prétend faire l'accord du siècle avec son ami Netanyahou, eh bien il suffit qu'un tout petit monsieur, le soi-disant président de la soi-disant autorité palestinienne, dise non au nom du peuple palestinien, et l'accord israélo-américain s'effondre. Parce que si les peuples ne sont pas pris en compte, eh bien rien ne peut se construire dans l'avenir et dans la durée. Mais sur une idée reçue qui a la vie dure, sur le fait que les Arabes seraient condamnés à vivre soit sous le joug d'un dictateur, soit d'un régime intégriste, islamiste par exemple, comprenez que ce soit aussi une réalité. Prenez la Tunisie aujourd'hui, qui suscite tous les espoirs, laboratoire de la démocratie dans le monde arabe. On voit aujourd'hui un président qui revient, on voit Ennahda, parti islamiste, et on sent que ça se joue là encore une fois. Oui, mais on peut aussi dire que la Tunisie, après tout, elle est frappée par une vague de populisme comme l'Europe en connaît actuellement. Plutôt que de regarder dans le rétroviseur, on peut aussi dire que la Tunisie s'est mise au niveau de nos débats très européens, très occidentaux. Donc vous voulez dire qu'autrement dit, ils ont le droit d'avoir aussi des conservateurs religieux et des hommes à poigne comme on en a en Occident? Évidemment, c'est le principe même de la démocratie. Mais surtout sur cette idée d'une espèce de fatalité. Quand on prend l'histoire du XXe siècle, on voit qu'il y a eu dans de nombreux pays arabes des expériences pluralistes qui, effectivement, comme toutes les expériences pluralistes, étaient inabouties, étaient imparfaites, étaient inachevées. Mais ces expériences, elles ont été détruites par les dictateurs arabes qui ont éliminé ces élites diverses, alors qu'on appelle bourgeoises, qu'on appelle corrompues. Avec la complicité des grandes puissances. Avec la complicité, soit active, soit passive. Et ce qui, au fond, me gêne presque le plus, c'est quand la complicité est passive. Parce qu'au moins, voilà, quand on est activement aux côtés de tel ou tel sale type... Du temps de Saddam Hussein, elle était comment? Passive? Elle était active. Elle était active. Ouvertement soutenue. Jusqu'en 1990. Et à l'époque, moi, j'ai jamais été un fan du monsieur, mais qu'est-ce que j'entendais pas en France sur la laïcité de Saddam Hussein, sur la modernité de Saddam Hussein. Et un exemple de soutien... Barrage contre l'extrémisme chiite. Voilà. Rempart contre l'extrémisme. Et un exemple passif, vous pensez à quoi, l'Algérie? L'Algérie, oui, on pourrait parler de l'Algérie. Moi, je pense évidemment surtout à la Syrie. C'est-à-dire que tout le monde est là à pleurer des larmes de crocodile sur le pauvre peuple syrien. Mais à partir du moment où on laisse faire les massacreurs, les bourreaux, qu'on leur oppose aucun rapport de force... Justement, à propos de la Syrie, Jean-Pierre Filiu, les Américains, on en parlait, mais pas seulement. Est-ce que l'intervention de la Russie en Syrie, c'est un peu la version russe de cette guerre globale contre la terreur, contre le terrorisme? Oui, tout à fait. Je l'avais écrit dès l'époque. Je le mets là aussi en perspective historique. Les Américains, avec la guerre globale contre la terreur, prétendent répandre la démocratie avec le résultat calamiteux que l'on sait. Poutine ne peut pas se permettre ce type de luxe. Il est une puissance avec des moyens limités, donc il va s'en tenir à la souveraineté des régimes, en considérant que cette souveraineté protège tous les dictateurs. Et donc, c'est une espèce de doctrine du statu quo qu'il va mettre en œuvre en Syrie, avec des pertes relativement limitées, avec un budget relativement limité et avec
un désastre pour le peuple syrien, comme on le voit aujourd'hui. Jean-Pierre Filiu, vous terminez votre livre par les rapports entre la France et cette région tumultueuse du Moyen-Orient. Slimane, Jean-Pierre Filiu dit qu'en France, je ne dis pas l'État français, mais le débat en France, il porte souvent sur la protection des minorités d'Orient, notamment les chrétiens d'Orient, et non pas sur les indépendantismes des peuples de cette région. Vous, il y a un terme qui vous frappe souvent, c'est chrétiens d'Orient. Pourquoi, selon vous, il nous dit beaucoup de choses ? Oui, d'abord, la protection des chrétiens est née au XVIe, XVIIe siècle. La France était attitrée comme protectrice des chrétiens catholiques. La Russie deviendra la protectrice des chrétiens arabes orthodoxes. Mais l'expression chrétien d'Orient, elle est équivoque parce que les intéressés ne l'aiment pas. Quand on dit chrétien d'Orient, ça veut dire qu'on les dénationalise, on les désarabise. Ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, ce sont des Palestiniens, des Jordaniens, des Libanais, des Syriens, des Égyptiens, des Irakiens, c'est-à-dire ils appartiennent à une culture, ils ont une langue, ils ont un enracinement, ils ont une nationalité. Une nationalité, ça veut dire qu'ils sont arrivés après, presque, ils sont exogènes. Quand on dit chrétiens d'Orient, on a l'impression que c'est une masse flottante qui est offshore, qui est venue dans nos séjours, pas chez elle. Alors que ce sont des chrétiens qui ont un enracinement qui remonte au temps apostolique, c'est-à-dire au tout début du christianisme. Ouais. Pourquoi cette fascination, en tout cas, qui peut paraître au contraire louable, défendre des minorités, après tout, Jean-Pierre Filiu, c'est noble. Non, mais évidemment, moi-même j'ai été délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban. Je sais ce que c'est que les interventions humanitaires. Sauf que aujourd'hui, le pape François, qui quand même en connaît un sacré bout sur les chrétiens, dit que le concept de minorité est discriminatoire. Il veut mettre en avant le concept de citoyenneté. Il dit que justement pour l'avenir de ces populations, pour l'avenir de ces minorités, c'est dans la citoyenneté, dans l'intégration dans des systèmes beaucoup plus respectueux de l'état de droit que se trouve vraiment la solution, et non dans la distinction, dans la protection de tel ou tel groupe par rapport à tel ou tel autre. Mais qui a intérêt à ce qu'une société soit éclatée entre différentes minorités en général ? On voit bien que ce sont les dictateurs, parce que ça permet de diviser pour régner, puis ça permet aussi justement de dire aux autres puissances, certes, je ne suis pas quelqu'un de très fréquentable, mais je protège les minorités. Et donc la majorité disparaît. La majorité, elle, n'aurait aucun droit, elle ne serait pas protégée, alors que les minorités le seraient. Or, on voit bien que partout où la majorité est privée de ses droits, eh bien, les minorités aussi le sont. Elles sont exposées au terrorisme, elles sont exposées aux discriminations et très souvent contraintes à l'exil. Qu'est devenue la politique arabe de la France, Jean-Pierre Filiu ? Alors ça aussi, c'est toute une histoire. On a souvent cru que la politique arabe était une politique pro-arabe. Mais en fait, la politique arabe correspondait à un moment où le monde arabe avait une dynamique. C'est-à-dire que quand on disait quelque chose sur la Palestine, ça avait un écho auprès des régimes et des populations au Maghreb, au Machrek et dans le Golfe. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un éclatement et que les contradictions entre ces régimes arabes sont toujours aussi fortes. Je pense qu'une politique arabe tournée vers les peuples, qui eux partagent très souvent les mêmes préoccupations sur la Palestine, où la cause reste très, très vive, mais aussi en termes d'exigence d'état de droit, reprendrait sens. Et dernier mot, il est pour vous, Slimane, le milieu des mondes. Vous me disiez, après avoir lu le livre, que vous préférez l'expression des mondes à celui des empires. Pourquoi ? Parce que les empires sont des entités politiques forcément transitoires et ce sont des accidents de l'histoire. Mais les mondes, comme le dit Jean-Pierre, sont éternels. Il y a une sédimentation de plusieurs cultures, il y a une coexistence conflictuelle ou pas, peu importe. Même les coexistences conflictuelles, lorsqu'elles donnent très longtemps, engendrent une culture commune. Il y a qu'à voir par exemple les États-Unis, la Russie entre les Tatars et les Slaves. Les mondes sont de véritables mondes, alors que les empires sont des constructions aléatoires et provisoires. Merci beaucoup Slimane et merci Jean-Pierre Filiu pour votre décryptage. Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, audition du Seuil.